jours, plus de 110 000 Français viennent travailler au Luxembourg. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes touchés de bord avec la région Grand Est. Pour la bienvenue en bord de ce train. Avec Avec la promesse d'un salaire bien plus élevé qu'en France en traversant la frontière, ou tout simplement pour exercer un métier introuvable dans leur région, les travailleurs français empruntent donc chaque matin la route ou le train pour se rendre vers l'Eldorado luxembourgeois. Un afflux de salariés pour le pays, avec une capitale qui voit sa population doubler pendant les horaires de bureau. Une telle masse engendre forcément des engorgements sur la route, comme sur le rail. Beaucoup d'usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg décrivent des trajets qui deviennent un véritable calvaire. Dès la moitié du parcours, les wagons sont bondés. Pour les habitants des villes intermédiaires, voyager debout et serré est devenu une habitude. La circulation en flux tendu implique qu'au moindre incident, les quais de gare se transforment en un véritable champ de bataille. Souvent, en période de travaux, de grève, les usagers laissent éclater leur colère. Mais ces problèmes de transport impliquent-ils des risques pour l'attractivité du Luxembourg? Je suis au Luxembourg depuis maintenant 1 an et demi. Moi je pars de Ucange. Soit j'ai de la chance, je trouve une des dernières places assises, ou alors je suis debout jusqu'à Luxembourgville. Debout à peu près 45 minutes. Quand je dois descendre, mais il n'y a jamais, donc je dois arrêter à Thionville. Bon, j'ai de la chance, au départ il y a de la place à Nancy, mais le retour est assez catastrophique quoi. Parce qu'on met 1h30 de trajet avec la voiture. Depuis Étanges-Grande ? Ben oui, parce qu'à cause de la grève, il n'y a pas de train. Des énervements, des incivilités, oui, effectivement, je pense que ça rend nerveux. Moi ça me coûte 200 € et ouais c'est hyper cher, surtout il y a plein de trains qui sont supprimés. Alors les grèves c'est une chose, comme moi je suis plutôt content qu'ils fassent grève, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais les trains supprimés au dernier moment, ça c'est un peu galère quoi. Surtout les matins quand on doit être à 9h au Luxembourg. C'est très compliqué en ce moment. Et c'est vrai que là, avec les trajets qui se complexifient avec le temps entre les travaux, puis pareil les bouchons sur la route. Non, je peux pas télétravailler et puis je sais pas, le Luxembourg, tout est déjà gratuit au Luxembourg au niveau des transports, donc ça c'est vraiment top. Non, je sais pas, peut-être commencer les journées à 10h, ça serait super. Il y aurait moins de monde, je sais pas. Du coup, ouais, pourquoi pas, effectivement, plutôt revenir à l'équilibre pro et personnel et envisager de revenir travailler en France, oui, c'est tout à fait envisageable. Les pays sont les mêmes, oui. Ben, sinon, parce qu'on ne vit pas. Le salaire est encore attractif. Ouais. Mais la fatigue, non. Face à une situation qui ne s'améliore pas, et pour faire entendre leur voix, des usagers se sont montés en association. L'association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg a pour but de faire remonter les problèmes à la SNCF, interpeller les pouvoirs publics et proposer des solutions. Dimitri Jonzac, je suis membre donc de l'AVTR MEL et je suis celui qui en général est le vilain garçon qui pose des questions techniques à la SNCF et au CFL. On sait que depuis le Covid, la ligne n'est jamais revenue à sa capacité optimale. Il manque toujours du matériel pour des raisons X ou Y. S'y ajoutent évidemment des travaux des deux côtés de la frontière qui ne sont jamais effectués en même temps. Donc on a double portion de travaux. Donc voilà un peu le genre d'événement. Et évidemment, dès qu'il y a un train qui est supprimé ou qui est en capacité réduite, les gens s'entassent. Si on prend la semaine dernière, entre un train de travaux qui a déraillé et donc les voies n'ont pas pu être rendues, on a eu un incident le mardi, puis on a eu la grève le jeudi et le vendredi, les suites de la grève avec une occupation inopinée ou illégale, selon comment voudront dire les gens, du poste d'aiguillage à Thionville qui a bloqué les circulations. Si on prend certaines semaines de février, on a eu même des semaines à, 5 sur 5 jours de problèmes. Donc c'est vraiment aléatoire, mais on peut être sûr qu'il n'y a pas une semaine sans un incident au moins mineur, retard de train, on va dire supérieur à 10 minutes. Une ligne très problématique avec ces problématiques aussi frontalières qui font que les modèles auxquels on pense en France, par exemple de RER, ne pourront pas s'adapter tels quels. D'abord, donner accès, comme ce qui est fait en Hauts-de-France, aux TGV qui circulent, puisque évidemment, il y a des places libres dans ces TGV. Donc ça fait déjà des gens en moins dans les TER si ils prennent les TGV. C'est aussi des solutions comme faire une info voyageur qui tienne compte de la réalité de la ligne, donner des visions claires, complètes de la ligne, aussi bien d'un côté que de l'autre
de la frontière. C'est un travail à faire à la fois avec la SNCF et les CFL, puisque on sait très bien que notre ligne entre Luxembourg, Bettembourg et Thionville est impactée aussi par les trains qui viennent de Pétange et de Rodange et qui passent à Esch et qui remontent à ce niveau-là. Donc un travail en commun entre les deux entreprises. Je pense que c'est une question que tout frontalier à un moment donné se pose. Moi personnellement, par exemple, je suis passé du Kirchberg à Esch-sur-Alzette parce que c'est, on va dire, un peu moins pire à ce niveau-là, au niveau des conditions de travail. Mais je ne pense pas que les décisionnaires politiques, aussi bien français que luxembourgeois, prennent la mesure de ce qu'est devenu le problème des transports pour les frontaliers français, belges et allemands dans une moindre mesure pour venir chaque jour et repartir du Luxembourg. Avec en plus la problématique évidemment du télétravail où les aspects fiscaux et sociaux jouent un rôle et on a un peu l'impression d'être pris comme monnaie d'échange par rapport à une rétrocession fiscale qui ne se fait pas, alors qu'on voit bien que la France est en train de négocier quelque chose avec la Suisse si on compare des situations différentes mais similaires quelque part. Les entreprises, oui, il y a d'abord le fait que certaines d'entre elles ont bien compris qu'il allait y avoir un problème de recrutement, puisque certaines ont bâti, en attendant des réglementations fiscales et sociales plus simples, ont pris des bâtiments à la frontière, par exemple, ce que n'ont pas fait d'autres entreprises. Donc là, c'est, j'allais dire, un peu l'agilité de certaines entreprises par rapport à d'autres. Les entreprises ne mettent pas assez l'aspect sur l'horaire mobile, sur des gens qui pourraient arriver à 10 heures au lieu d'arriver obligatoirement à 9 heures, ce qui permettrait de lisser la courbe aussi bien sur l'autoroute que sur les voies ferrées des gens qui arrivent. On voit très bien si on prend le train par exemple en souhaitant arriver après 9h30 à Luxembourgville, c'est pas du tout le même taux de remplissage qu'avant. Clairement, vous pouvez en trouver de manière, j'allais dire, public sur Twitter, mais on a aussi ce genre de remarques. Et on peut se demander, puisque dans certaines conventions collectives, on ne demande pas du tout de certificat pour 1 ou 2 jours, combien de gens sont arrêtés temporairement sans nécessairement entrer dans toutes les statistiques de la CNS pour ce genre de choses. Plus les problèmes de stress, plus les maladies diffuses liées à ce manque de qualité de déplacement. Je souhaite qu'un maximum de ces hommes et femmes politiques nous écoutent parce que c'est l'intérêt économique commun de tout le monde dans la grande région. Du côté de la région Grand Est, on assure faire le nécessaire en termes d'investissement et affirme sa volonté de renforcer les partenariats entre les parties prenantes, que ce soit la SNCF et les CFL ou le ministère des Transports luxembourgeois. Je suis Thibaut Phillips, le vice-président de la région Grand Est, en charge notamment des transports et des mobilités durables. La région est autorité organisatrice des mobilités, c'est-à-dire qu'elle est donneuse d'ordre, et SNCF c'est l'exploitation, donc l'exploitant historique, monopolistique pour le moment en tous les cas en France. Puis il y a la même chose du côté luxembourgeois avec la société ferroviaire. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de pouvoir rajouter du matériel, mais encore faut-il avoir du matériel. C'est pour ça qu'on a acheté des rames supplémentaires. On a 16 rames qu'on a rachetées à la région Normandie qui sont en train d'être préparées sur un certain nombre de plans techniques pour pouvoir être mises en circulation sur ce réseau-là et de pouvoir continuer aussi à développer du matériel ferroviaire un tout petit peu plus capacitaire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des travaux en ce moment qui sont en train d'être effectués pour allonger les quais, parce que l'enjeu c'est aussi que les rames puissent être un peu plus longues et donc qu'elles soient plus capacitaires. Mais c'est vrai que la ligne est déjà très fortement utilisée, quasiment saturée à un certain moment, puisque c'est pas une ligne exclusivement dédiée au trafic de voyageurs, il y a aussi du fret qui passe. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de la région, c'est aussi d'essayer de travailler avec SNCF Réseau pour voir s'il y a possibilité des fois de détourner certaines rames de fret sur des axes parallèles pour un petit peu décharger cette ligne-là en termes de fret et pouvoir redonner de la capacité et des possibilités à des trains de voyageurs supplémentaires. Là, on va commencer à avoir les premières qui vont pouvoir arriver et en même temps, en parallèle de ça, les rames historiques qui sont en circulation depuis un certain temps rentrent progressivement aussi dans des opérations qu'on appelle MIVI, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une rénovation complète de la rame, que ce soit sur un plan technique, mais aussi sur un plan esthétique, de confort.
Et donc l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir les rendre plus capacitaires et surtout plus agréables pour les voyages. On estime qu'en 2024, on arrivera à passer de 9000 places qu'on a aujourd'hui à 13 000 places à peu près. Donc normalement, sur un an, on arriverait quand même déjà à donner un peu plus d'air, même si c'est pas suffisant, hein, bien évidemment, puisque vu le nombre de frontaliers qui circulent tous les jours, ça sera pas encore suffisant, mais l'idée c'est d'aller le plus rapidement possible et d'avoir déjà des solutions, on va dire, pas trop compliquées, pas trop longues à mettre en œuvre. Sur l'enjeu qu'on a vraiment sur cette ligne-là, il est clair que le ferroviaire ne sera jamais la seule solution et l'unique solution qui réglera tous les problèmes. Parce que même avec les perspectives qu'on a aujourd'hui sur 2028 à peu près, on est plutôt sur 22 000 places. Donc on rajoutera peut-être 10 000 places supplémentaires par rapport à 2024, mais on n'arrivera jamais à absorber tout le flux de passagers et de personnes qui doivent se rendre au Luxembourg. C'est pour ça qu'en parallèle, on a une réflexion sur notamment l'autoroute A31, où il faut que sur l'autoroute A31, on puisse développer du covoiturage, on puisse développer aussi une voie réservée pour des transports en commun et qui nous donne de la capacité supplémentaire qu'on ne pourra jamais mettre sur le rail, puisqu'à un moment, on va être de toute façon saturé sur le rail. Alors en termes de calendrier, aujourd'hui, on a bien le projet de faire un réseau express métropolitain sur ce secteur-là, justement pour répondre à la problématique aujourd'hui qu'on peut rencontrer. Et donc on a commencé à travailler sur le sujet dès à présent. Et donc la mise en œuvre pourrait se faire à partir de 2028. Et donc de pouvoir faire des trains toutes les 7 minutes. Donc là on serait sur un cadencement, quand on voit 7 minutes, on est quasiment sur un cadencement qu'on connaît sur un réseau de transport en commun à l'intérieur d'une grande ville. Donc ça nécessite des études précises, ça nécessite aussi des adaptations d'infrastructures. Il y a une volonté de vraiment collaborer, de cofinancer et trouver aussi peut-être des moyens comme par exemple ce qu'on connaît en région parisienne avec la Société du Grand Paris, peut-être demain faire une société du sillon lorrain Luxembourg pour pouvoir avoir des moyens financiers supplémentaires pour aller plus rapidement et plus fort sur les infrastructures qui sont nécessaires, l'achat de matériel roulant. Donc il y a vraiment une envie partagée des deux côtés de pouvoir aller vite parce qu'on a bien conscience de la problématique et on n'apprécie jamais de voir des gens bloqués sur un quai de gare ou dans du matériel où ils sont les uns sur les autres. Ça fait plaisir à personne. C'est vrai que le temps du ferroviaire est souvent un temps long par rapport aux enjeux qu'on rencontre à l'instant T. Aujourd'hui, le frein à prendre des transports en commun, c'est pas toujours et forcément le tarif, parce que finalement, quand on compare par exemple un plein d'essence vu aujourd'hui les tarifs pratiqués, l'entretien d'une voiture, tout ce que ça comporte, on arrive souvent à être quand même encore compétitif. Néanmoins, c'est sûr que pour que les gens acceptent aussi de payer un abonnement et trouvent que l'abonnement vaut le coup, il faut qu'il y ait un service de qualité et qui soit fiable. Et aujourd'hui, en fait, ce qui peut poser plus souci, c'est de se dire je paye ce tarif-là pour finalement une offre qui est dégradée, qui n'est pas toujours fiable, où les trains partent pas toujours, il y a des suppressions inopinées ou des retards. Et donc c'est plutôt pour ça qu'il faut aller vers aujourd'hui un système qui se rapproche plus d'un RER, quasiment sur cet axe-là, puisqu'on est vraiment sur cet enjeu-là. Si demain, en plus, dans l'abonnement, on propose tout un panel de services, ça commence à devenir encore plus intéressant. Et quand on regarde sur finalement du TER en France, globalement sur le périmètre du Grand Est, mais aussi pour les autres régions, l'usager ne paye qu'entre 10 et 30% du prix réel du service. C'est pas si facile que ça de faire les travaux qu'on doit faire d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de dire aux gens pendant 3 mois la ligne va être complètement fermée, ça serait terrible. Donc il faut pouvoir le faire de nuit, sur certains jours fériés, des week-ends, restituer les voies, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque souvent des incidents le matin et des suppressions le matin sont dus au fait qu'il y a eu les travaux la nuit et qu'ils n'ont pas réussi à rendre les voies en temps et en heure. Donc voilà, c'est pas si évident que ça, mais c'est un passage obligé pour arriver à quand même une meilleure situation. Nous, en tant que région, on est plutôt dans une idée de voir des bassins de vie et de voir qu'il y a des mobilités sur ces bassins de vie et qu'aujourd'hui, la polarité, c'est plutôt le Luxembourg et que les gens viennent justement à dessein s'installer là parce qu'il y a des avantages à s'installer là et il y a des avantages à travailler de l'autre côté. Donc,
Mais après, c'est une politique qui est voulue aussi par la stratégie de l'Union européenne et donc il faut la respecter. En tout cas, nous, on essaye d'accompagner les gens dans leur quotidien et dans leur mobilité quotidienne. Je pense qu'en tout cas, les communes qui accueillent ces frontaliers quotidiennement en tant qu'habitants n'ont pas l'air de se plaindre d'avoir cette revitalisation de frontaliers qui permet un petit peu de redynamiser quand même des zones qui ont un moment connu des périodes pas faciles après la désindustrialisation qu'a connue la Lorraine. Finalement, même si des efforts sont faits, la situation des frontaliers français ne s'améliorera pas dans l'immédiat. Les prévisions les plus optimistes pour un cadencement généralisé, proche d'un RER francilien, sont annoncées pour l'horizon 2028-2030. Mais ces problèmes de mobilité ont-ils un impact sur le marché de l'emploi et l'attractivité du Luxembourg ? C'est un sujet qui intéresse les recruteurs. Julien Frighetto, recruteur depuis 8 ans à Luxembourg et dirigeant de Talent Resourcing, cabinet de recrutement spécialisé dans les services financiers. Les difficultés de transport rendent en fait les employés plus sensibles à la localisation de l'entreprise, ce qui a un impact direct sur leur attractivité. On peut prendre l'exemple de 2022 qui a été marqué à Luxembourg, entre autres par le sujet de l'attraction des talents, dans un contexte post-Covid, post-confinement, qui fut propice à la remise en question personnelle et des modes de vie. On voit qu'aujourd'hui, les transports et la flexibilité du travail sont des sujets qui viennent au premier plan et qui sont aussi importants que le salaire, voire même plus importants chez certains salariés. Surtout dans un pays où plus de 100 000 résidents français traversent la frontière quotidiennement pour venir travailler. Logiquement, chez certains frontaliers, la sélection du futur employeur se fait en fonction de son accessibilité. De nombreuses personnes n'hésitent pas à refuser une excellente offre professionnelle si l'employeur est trop loin ou pas assez bien situé. Et à l'inverse, ils se montrent plus à l'écoute et sont prêts à faire des concessions sur la mission, voire même sur le salaire, si l'employeur est situé proche de la gare. Ce qui leur évite de rajouter du temps de transport à un trajet qui est souvent déjà compliqué. Alors le pays met effectivement tout en œuvre pour proposer les bonnes infrastructures et les bonnes conditions de transport. Mais c'est pas tout. Il y a aussi certains employeurs, on peut citer le groupe BGL, BNP, qui mettent à disposition des bureaux satellites au sud de Luxembourg plusieurs jours par semaine pour une partie de leurs employés. Ce sont des décisions, des solutions innovantes qui participent à la flexibilisation de la manière de travailler. Le home office aussi, 1 à 2 journées par semaine, est devenu quasiment la norme pour les résidents. Malheureusement, les frontaliers ne bénéficient pas des mêmes possibilités et les négociations sont longues pour faire avancer les choses, surtout lorsque 2 pays différents sont impliqués. Nous sommes face à une situation presque inédite en Europe. En effet, à part la Suisse et le Luxembourg, il est rare de voir un pays directement impacté par les politiques menées par ses voisins. À l'heure où nous parlons, le Luxembourg subit les dommages collatéraux des conflits sociaux français. Quant aux frontaliers, ils devront encore s'armer de patience.